Éric Alain Génès, bonjour. Bonjour Patrice Carmouze. On va parler de culture, ça vous étonne pas? Ça non, ça m'étonne pas du tout, non. Vous êtes le vice-président de Saint-Quentin en charge de la culture. Absolument. Et puis nous sommes ici dans un des lieux symboliques de la culture, qui est le théâtre de Saint-Quentin, qui se trouve dans un périmètre aussi très symbolique de la culture, puisqu'il y a la médiathèque, il y a le théâtre, il y a le musée de la ville. D'ailleurs, la culture dans une ville nouvelle comme Saint-Quentin, est-ce que vous diriez que ça tient lieu à la fois d'histoire, de lien social entre les habitants? Je crois que la culture, de toute façon, elle a toujours été un facteur d'intégration et de lien social. Je veux dire, on fait identité, que ce soit dans un territoire, dans un pays, dans une nation, quoi que ce soit d'autre, au travers d'une culture. Et à Saint-Quentin-et-Yvelines, il y avait une période, il n'y avait que des immigrés, puisque les gens venaient d'ailleurs. Oui, Saint-Quentin n'existait pas. Et donc je dirais que dans cette importation de cette population qui venait d'un petit peu partout, la culture a été vraiment un élément essentiel du lien social. Et d'ailleurs, elle est dans l'ADN de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque très tôt, lorsque la ville nouvelle s'est constituée, les lieux de culture se sont arrivés quasiment en même temps que les habitants. C'est ça, absolument. Voilà. Et donc, ça, donc les habitants se les sont appropriés aussi, c'est ça? Oui. Et puis, il faut savoir que cette ville, elle s'est construite par quartier, ce qui fait qu'en dehors des quartiers, il y avait des champs, et que donc forcément, il fallait des lieux pour se retrouver. Et les lieux de culture, c'était des lieux désignés justement pour cette mise en commun de cet univers nouveau que les gens partageaient. Absolument. Alors dans le dernier numéro de Ski Mag, avec votre collègue Laurent Mercat, qui est le maire de Montigny, on a parlé justement de la rénovation de l'hypercentre. Et dans cet hypercentre, il y a le théâtre, qui lui aussi va faire l'objet d'une rénovation importante. Vous avez choisi l'équipe d'architectes, pas vous tout seul, mais qui va procéder à cette rénovation, qui va commencer au mois de janvier. Donc il va y avoir une saison hors les murs, très importante ici, pendant les travaux. On va revenir avec Lionel Meseta sur ce projet d'aménagement et de modification du théâtre. Qu'est-ce qui vous paraît important dans ce projet? Et ce théâtre, au départ, il a été conçu comme un théâtre, c'est-à-dire un lieu uniquement dédié au spectacle. Aujourd'hui, un théâtre, si on veut qu'il vive, il faut qu'il soit autre chose. Donc il faut qu'il soit un lieu ouvert sur la cité. Donc l'idée de cette avancée qui va être mise en œuvre, c'est que le théâtre aille sur la ville et aille au contact des gens pour que les gens viennent au contact du théâtre en dehors des soirs de représentation. Et c'est ça qui est important, c'est de dire que le théâtre doit devenir un lieu de vie et pas uniquement il n'y a pas que les spectacles qui s'y déroulent. Je vous propose de retrouver Lionel Meseta, le directeur du théâtre, qui va nous expliquer en quoi consiste ce projet de rénovation et comment il s'inscrit selon lui dans la continuité de ce qu'a fait l'architecte de ce théâtre qui est Stanislas Fischer. Stanislas Fischer, absolument. Le gros changement, il va être pour l'espace urbain, c'est-à-dire ce parvis, qui pour l'instant est découvert, va être recouvert. Et c'est finalement, en fait, presque le projet qui était imaginé par l'architecte du théâtre il y a 30 ans, Stanislas Fischer. Dans son premier projet, le parvis était couvert avec un bar et un restaurant qui était sur le parvis. Bien entendu avec une couche contemporaine, mais qui va totalement modifier beaucoup de choses. Dans un premier temps, la perception que les passants, que les habitués du théâtre, que les spectateurs ont de l'ensemble de ce bâtiment, puisque le parvis ne sera plus nu, mais qu'il abritera à la fois une cuisine, un restaurant, un bar, un espace d'accueil. C'est-à-dire qu'il va y avoir une surface de 600 mètres carrés supplémentaire qui sera visible du bout de l'avenue du Centre. En fait, c'est concomitant avec la volonté de l'agglomération et de la ville de Montigny de repenser ce qu'on appelle l'hypercentre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on gagne de l'espace, on gagne de la modularité, on gagne de la fonctionnalité et ça devient un véritable lieu de vie. Peut-être ce qui manquait un tout petit peu à ce théâtre, c'était un lieu de vie les soirs de représentation, mais grâce aux travaux, ça va devenir un lieu de vie au quotidien puisque le restaurant sera ouvert midi et soir et que le lieu ne sera pas uniquement réservé à ceux qui pratiquent le théâtre. Ce qui a présidé à ces travaux, c'est véritablement d'arriver à créer ce lien. En fait, le parvis était comme, dans la mesure où il était très peu utilisé, était comme un élément de séparation entre cette façade et la place Pompidou. En recouvrant le parvis avec une couverture qui est assez basse, c'est-à-dire en fait qui ne fait que s'arrimer au bâtiment sans le toucher, c'est-à-dire qu'on garde l'historique de ce bâtiment, on garde son esthétique, à part que cette couverture va permettre de créer ce lien comme un trait d'union entre le théâtre et la place Pompidou. Et surtout, je pense que ce bâtiment
a encore, puisque les travaux n'ont pas encore débuté, quelque chose qui peut être un tout petit peu, un aspect un peu intimidant. Et cet aspect intimidant, les travaux devraient le gommer. Éric Alain-Jeunesse, autre lieu emblématique de la culture sont les médiathèques. Alors, il y en a beaucoup qui ont été rénovées, comme à Trappes notamment. Absolument. Il y en a une qui va voir le jour, je crois, en 2024 à Manille-les-Hameaux. Enfin, Oui. il y a combien sur le territoire de médiathèques? Il y a 12 médiathèques sur le territoire, pratiquement une par commune. C'est ça. Et c'est un lieu très important, enfin, pour la important. culture, très fréquenté, ça marche bien. Très fréquenté, ça marche très très bien. Toutes les médiathèques ont chacune leur personnalité, elles ont chacune leur identité. Et puis ce sont des lieux de rencontre et ce sont des lieux qui sont très fréquentés par les enfants dès le plus jeune âge, avec des activités justement qui permettent à ces jeunes, ces tout petits de venir s'immerger déjà dans la culture. Exactement. Oui, alors, vous disiez, il y a 12 médiathèques, 12 médiathèques sur le territoire, c'est-à-dire que voilà, il y a une proximité formidable dans presque chaque ville du territoire. Ouais. Mais il y a quelque chose de plus, c'est la mise en réseau. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut obtenir où qu'on soit la même chose que si on était ailleurs, si je peux dire. Exactement. Et c'est un petit peu la volonté de 50 ans d'Yvelines, justement, d'offrir à tous les habitants, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle commune, de pouvoir accès au même contenu. Donc il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et le réseau vraiment trouve son originalité dans le mode de fonctionnement des médiathèques à 50 ans d'Yvelines. C'est que toute personne qui, par exemple, trouverait un livre ou un disque qui se trouverait, par exemple, quelqu'un habitait à Elancourt, le contenu choisi se trouve à Montigny, il va le commander et on va le lui amener à Elancourt. Ah oui, la personne n'aura même pas besoin d'aller, évidemment, tous les habitants de tout le territoire peuvent avoir accès à toutes les médiathèques, mais aussi dans leur médiathèque, la petite ou grande, ils ont accès au contenu de toutes les autres médiathèques. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a des navettes qui se font et qui amènent des documents. Ouais. Et ça, c'est le cœur du réseau, il est là aussi. Il n'est pas que dans le réseau numérique. Où, effectivement, et ça aussi, ça crée un lien entre les habitants du territoire, évidemment. Un lien et puis une égalité. Je vous propose de retrouver Pascal Visset, qui est le directeur des médiathèques, qui nous explique leur fonctionnement et qui insiste aussi sur l'importance de l'offre numérique. Le grand principe de fonctionnement du réseau des médiathèques de 50 ans en Yvelines, c'est des équipements de proximité dans leur commune, en adéquation avec leur public, mais qui bénéficient de l'apport et de la valeur ajoutée d'un fonctionnement en réseau, avec la mutualisation de toutes les ressources possibles, qu'elles soient documentaires, d'actions culturelles ou de services comme le transit qui permet aux collections de circuler d'une médiathèque à l'autre. L'offre culture en ligne sur le portail permet aussi un accès à distance à des vidéos, par exemple, de rencontres avec des auteurs qui vont déambuler dans une médiathèque et, à travers une sélection d'ouvrages, expliquer ce qui les a construits dans la littérature, dans les essais, etc. On peut avoir aussi une offre de contes en ligne. Donc là, ça peut être très intéressant pour les parents, pour aussi proposer à leurs enfants des lectures à voix haute. Avoir une offre numérique, ça permet d'atteindre un public qui est un peu plus éloigné du livre. Donc là, on arrive aussi à leur proposer un service intéressant. Et pour les personnes qui sont toujours des utilisatrices de livres, eh bien, l'offre numérique vient apporter des contenus complémentaires qui viennent enrichir l'offre des médiathèques. Le dernier roman de la rentrée littéraire, un documentaire qui vous intéresse, vous pouvez y accéder en format papier classique, mais vous pouvez y accéder aussi sous forme numérique. Ça vous donne aussi accès à de la musique en streaming. On a à la fois une dématérialisation de la musique, mais on a aussi un retour du vinyle qui marche très bien. Donc là, on fait grand écart entre le retour de l'analogique et une offre musicale en numérique streaming. On a aussi la presse en ligne et on a aussi une offre d'auto-formation. Ça peut être un cours de langue, ça peut être un cours pour préparer l'épreuve du code de la route, ça peut être de l'aide pour les jeunes, collégiens, élèves, pour leurs devoirs. Le cœur de l'activité pour les médiathèques et les bibliothécaires, c'est d'être des passeurs et de faire de la médiation. Traditionnellement, on faisait de la médiation en direction des documents, en direction des contenus. Aujourd'hui, on peut faire de la médiation en direction des technologies et en direction des nouvelles formes que le numérique pourra prendre. Les trois axes principaux sur lesquels on travaille actuellement, c'est les Fab Labs, donc c'est l'accès à des outils qui permettent de fabriquer des choses, imprimantes 3D notamment. C'est la robotique, comment se l'approprier, comment mieux la connaître, et le codage par exemple, où on va essayer aussi de créer des médiations pour permettre une appropriation de ces compétences.
on est juste à côté de la médiathèque et dont le troisième lieu emblématique de la culture, c'est le musée de la Villa. Absolument. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que vient faire un musée dans une ville nouvelle, au fond? Mais quand on regarde, On a un peu la réponse. on a la réponse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de design, évidemment. Ouais, beaucoup de design des années 70-80 qui s'inscrivent au moment de la création de la ville nouvelle. L'idée, ça a été de dire, on va essayer de calquer un petit peu avec le mode de vie de ces années qu'on appelle les années pop, donc beaucoup d'orange, beaucoup de couleurs. Et puis le musée, attendez, il n'y a pas que le musée dans ses murs, il y a le musée à ciel ouvert. Parce qu'il faut savoir que, C'est un peu j'allais dire, l'identité de la culture à Saint-Quentin, c'est que ça n'est pas que dans les murs, c'est aussi hors les murs. C'est hors les murs, c'est les œuvres que les gens se sont appropriées avec le temps, auxquelles on ne fait même plus attention, et qui pourtant sont bel et bien là. À 800 mètres d'ici, il y a l'arche de Kowalski, à 200 mètres, il y a la perspective de Marthe Tapan. Ce sont des artistes extrêmement célèbres qui nous ont apporté justement cette spécificité. L'idée, c'était justement de donner une identité forte à ce territoire. On ne pouvait pas le faire avec l'histoire, puisque l'histoire, elle se crée au jour le jour. On l'a fait avec la culture. Et la culture, c'est une source d'identité, comme on le disait tout à l'heure. Et quand on vit ici, c'est vrai qu'on vit au milieu de l'art urbain, quoi. Absolument, exactement. Et dont le musée est responsable aussi. Exactement. Alors, on va quand même le visiter, ce musée, avec son directeur, Frédéric Debuche. Et je nous propose donc cette visite guidée du musée. Donc, grande importance, naturellement, des œuvres de design, on en a vu quelques-unes, et aussi de l'architecture de cette ville dont le musée rend compte. On rejoint Frédéric Debuche. 50 ans en Yvelines, en tant que ville nouvelle, est un exemple extrêmement intéressant de la façon de faire les villes et d'aménager le territoire à une certaine époque. Il y a eu 5 villes nouvelles construites autour de Paris à partir des années 70. C'est une histoire qui rentre maintenant dans la grande histoire de l'aménagement urbain du territoire, dans l'histoire des villes. Et à ce titre-là, c'est un sujet à faire connaître et à faire reconnaître. La collection design qui s'est développée dans les années 90 avait pour fonction d'illustrer le cadre intime de l'habitation, le chez-soi, pour faire pendant, en quelque sorte, à l'architecture et au cadre urbain. Et les deux fonctionnent en écho. C'est un dialogue qui fonctionne relativement bien, d'autant que architecture et design sont deux disciplines artistiques mais qui sont relativement proches et qui partent d'une notion d'usage avant tout. On construit une architecture pour un usage, on crée un mobilier pour la maison pour un usage. Notre collection design aujourd'hui, c'est 3200 objets et c'est l'une des principales collections publiques en France en matière de design. Le musée déploie aussi toute une série d'actions hors les murs, sur les territoires, en lien avec les communes. Cette année, en 2023, on aborde l'architecture liée aux sièges d'entreprise, aux immeubles de bureaux, l'architecture tertiaire, puisque Saint-Quentin-en-Yvelines, en tant que ville nouvelle, a été conçue avec cette dimension économique très importante et un équilibre entre les fonctions résidentielles et économiques. Et donc, cette fonction économique se traduit à travers toute une série de bâtiments d'entreprise qui sont assez spectaculaires pour certains. Alors, Eric-Alain Junès, un des axes forts de la politique culturelle que vous entendez mener, ça concerne la culture scientifique. C'est un besoin, une nécessité ? Je crois que c'est une nécessité parce que la culture scientifique, je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie aujourd'hui dans un monde qui est très technologique, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de toutes ces choses. Mais je crois surtout qu'une tête bien faite, c'est une tête qui comprend les processus, qui comprend les éléments basiques de la physique. Moi, j'ai été très très choqué lorsque j'ai lu un article où il faisait état d'un sondage qui disait qu'un jeune sur 6, entre 15 et 25 ans, pense que la Terre est plate. Ça a été pour moi un électrochoc. Je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Je crois qu'il y a vraiment des fondamentaux à mettre en œuvre et la culture scientifique fait partie de ce bagage indispensable pour être un homme libre, tout simplement. Enfin, quand je dis un homme, un être humain libre, plus exactement. Mais c'est vrai qu'il faut lutter contre ces désinformations, ces fakes, ces réseaux sociaux parfois, qui emplissent notamment les jeunes de mauvaises nouvelles, de fausses nouvelles. Tout à fait. Et la culture et la science, c'est vrai que vont ensemble. Tout à fait, c'est la même chose. Et quand on voit un petit peu tout ce qui s'est produit et qui se produit encore sur certains médicaments, sur les vaccins, à l'époque du Covid, on a envie que chacun ait un bagage minimal pour lui permettre de
ne pas absorber toutes sortes de désinformations, mais de comprendre par lui-même des processus et de s'affranchir d'une certaine manière de la tutelle du on-dit et des fausses nouvelles. C'est pas un hasard si un médecin s'occupe de culture aussi. Hein. C'est pas un hasard. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis vive la culture à 50 ans qui est bien vivante. Hein, pour Bien le coup. vivante. Elle est très importante, elle est au cœur de nos préoccupations en tout cas. Merci. Merci à vous.